Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver, toujours fidèles, même pendant les vacances, si c'est votre cas, on l'espère pour vous. Pas de vacances, bien sûr, pour nous, ni pour nos champions, nos équipes, nos fleurons du sport, du bassin grenoblois, qui sait aussi importer les bonnes idées du nouveau continent pour les transformer à la sauce grenobloise. Et ça marche, les Centaures font bouger le football américain en France, et même au plus haut niveau. De retour dans l'élite, je les cache depuis tout à l'heure. Ça fait du bruit, hein, ces trucs-là. En tout cas, bonsoir, messieurs. Alors, Laurent Lambert, le president of the Centaur de Grenoble, ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup. Sofiane Herzi, defensive back. Exactement, bonsoir. Bonsoir, ça veut dire quoi? Defensive back, demi-défensif en français. Demi-défensif en trempé. Très bien. Écoutez, Eric Claire, journaliste, Claert, pardon, avec un T, journaliste Dauphiné Libéré, et Mathias Arraez. Ça passe pas, hein, comment on dit? En espagnol? Ouais. Mathias Arraez. Et c'est pour ça. Eh bien, écoute, bienvenue. Bienvenido, c'est sûr. Allez, tout de suite, on retrouve nos esprits et ce qu'il faut retenir du week-end. Quelle mauvaise opération pour le FCG Rugby, pourtant si près du soulagement. Un ballon mal négocié en toute fin de match prive les Grenoblois du moindre point à domicile face à La Rochelle, alors que leurs concurrents pour le maintien ont gagné de leur côté. Grenoble descend à l'avant-dernière place du top 14 avant 2 déplacements. On sait où on va, on sait ce qui nous attend et on sait qu'il y en aura d'autres, des défaites. Mais on sait aussi qu'il y aura plusieurs victoires si on continue de faire ce qu'on fait sur le terrain avec l'investissement et l'engagement qu'on y met. Le rêve continue pour Romain Hariche après une première médaille historique au championnat d'Europe. Le bobeur étudiant à Grenoble monte pour la première fois sur le podium lors d'une Coupe du Monde avec son pousseur Dorian Hauterville. Il termine deuxième à Lake Placide. Le spectacle n'aura pas manqué au stade du Hainaut, mais le résultat n'est pas au bout. En déplacement à Valenciennes, le GF38 s'incline 3-2 face au 16e de Ligue 2. 0 point pris et toujours pas de victoire en 2019. Pendant ce temps, les filles poursuivent leur ascension et signent un 4e succès consécutif. En s'imposant 2-1 face à l'Olympique de Marseille, les joueuses de Nicolas Bac confirment leur retour en forme. De bon augure à 2 semaines du choc face à l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas une victoire, mais tout comme sous un beau soleil sévillant, le fondeur Hassan Chadi termine le marathon de Séville à la 7e place. Sur le pavé andalou, l'ancien de l'ALV Voiron bat son record personnel en 2 h 9 minutes et 53 secondes. Vous avez entendu tout ça pour parler de Séville, Mathias? Combien de fois tu l'as dit en... Deux fois en 13 secondes. Andalou, Séville. Bravo. Voilà. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Mathias Arraez, c'est ça. Et c'est pas tout. On a aussi de l'argent pour Bastien Oseille, qui est donc allé. Alors ça, c'est des images d'archives, hein, bien sûr, parce que à Miramas, il fallait aussi y aller. Hein, bien sûr, c'était dans les Bouches-du-Rhône. Et en tout cas, il est allé glaner l'argent d'un étalon. Donc, il confirme plutôt sa forme. On le sentait plutôt pas mal, hein, quand il était venu nous voir, Eric. Hein. Oui, il lance bien sa saison, il est sur de bonnes bases. Donc Bastien, médaille d'argent de l'heptathlon. Ouais. Il y a aussi Mathieu Collet à la perche qui se classe 3e. Donc une belle performance d'ensemble des athlètes grenoblois. Exactement, Mathieu Collet qui du coup transporte encore le flambeau de son papa Philippe, puisque nous on a surtout connu Philippe quand on était plus jeune. C'est bien de voir traverser les générations comme ça. Allez, tout de suite une plus mauvaise copie à suivre dans le chiffre de la semaine. Et c'est Eric Claire qui donne la note cette semaine. 0, malheureusement. Voilà, c'est 0, c'est le nombre de victoires cumulées par le GF38 et le FCG en ce début d'année 2019. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se demande. Ça fait, je crois, 6 matchs sans victoire pour le GF38 et 4 défaites pour le FCG. Donc, en revanche, je ne sais pas comme Bastien Oseille, ils sont partis sur de mauvaises bases, bien au contraire. Alors, on parle un petit peu, c'est peut-être impensif, mais c'est compliqué. Janvier, février, ça ne gagne jamais à cette période-là, et pour le foot, et pour le rugby. Il y a toujours un passage à vide à ce moment-là de l'année.
Je ne sais pas si c'est à ce moment-là de l'année, mais en tout cas, oui, ça fait partie inhérente des saisons. Hein. On avait reçu Malek Chergui à une époque où ça allait très bien. Le GF38 était 5e à ce moment-là. On parlait de barrage, on parlait un petit peu de... Il nous faut rêver. Hein, on s'enflammait un petit peu. Voilà, on avait dit que la saison était longue. On s'attendait. De toute façon, c'est un passage obligé. Maintenant, voilà, c'est des passages à bien gérer quand même, malgré tout. Et surtout à rebondir très vite. Oui, puis le FCG Rugby aussi, qui est à présent, on ne dit pas en position de relégable, puisqu'on dit plutôt en position de barragiste. Désormais, l'avant-dernier de Top 14 dispute un barrage contre le deuxième de Pro D2. On sait quelque chose, puisqu'on est en Top 14, et c'est comme ça qu'on y est parvenu d'ailleurs, en battant Oyonnax. Ils vont sortir de là. Ouais, c'est compliqué. C'est une équipe qui ne gagne pas à l'extérieur, qui a très peu de marge à domicile. On en est quand même déjà à 4 défaites et un match nul à domicile contre seulement 3 victoires. Il y a 2 déplacements difficiles qui se profilent à Bordeaux d'une part, à Clermont ensuite, la réception du Racing. C'est encore une période où les points seront difficiles à prendre. Et à vous maintenant donc, de gagner un petit peu plus. Vous avez l'occasion le week-end prochain. Exactement. Contre les Argonautes d'Aix-en-Provence à domicile, premier match à domicile. Du coup, on espère marquer ça de la sorte. C'est ça. À quel endroit d'ailleurs? Lesdiguières. Bah voilà. Ça, c'est sûr, c'est une bonne chose. Allez, tout de suite, on va aller prendre l'air et de la hauteur pour la découverte de la semaine. Il prend souvent l'eau et cette fois, tu nous envoies en l'air, Mathias. Oui, de la hauteur et du soleil aussi, hein, parce que j'ai surtout pris des couleurs à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour découvrir le ski de boss, qui est un sport très spectaculaire. Et on a essayé de vous expliquer un petit peu les enjeux de ce sport. Allez, on regarde. Que les amoureux de l'alpin ne déchaussent pas les skis. Ici, on franchit les bosses, on fléchit les genoux et on dévale la piste à toute allure pour finalement s'envoler dans les airs. Certains parlent de sport, d'autres d'art. Olympique depuis seulement 1992 à Albertville, le ski de boss est une discipline qui réussit bien aux Français. En Coupe de France à Saint-Pierre-de-Chartreuse, les futurs champions de demain ont fait le spectacle face à un public ébloui et pas seulement par le soleil. On est sur une station familiale, mais avec des jeunes qui sautent de plus en plus de boss. Donc voilà, ça fait un bon coup de projecteur sur cette discipline-là, avec Perrine Lafont, qu'on connaît bien et qui a fait des podiums aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde. Voilà, donc ça remet un peu d'actualité en Isère, ce type de pratique. Si l'organisation d'une telle compétition est complexe, c'est parce qu'elle nécessite une préparation minutieuse. Sur 250 mètres, les bosses sont élaborées avec des pelles avant d'être lissées, et cela en plus des 2 tremplins. Pendant le passage, tout est évalué, les 2 sauts, la technique, mais aussi la vitesse, une note globale qui oblige à la perfection. Il est bien évident que le terrain est très, très accidenté, très traumatisant physiquement, mais justement, ces gamins sont préparés pour ça. On en est à la preuve vivante, puisqu'on est encore là. Donc on est des précurseurs, mais pour ces gamins-là, c'est du pain béni parce que justement, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, le plaisir de skier. Le plaisir qui emmènera au succès. Philippe Bron avait à son époque ouvert une porte. Perrine Lafont a largement repris le flambeau pour porter la France vers de nouvelles victoires renversantes. Super sujet, Mathias, dis donc, il faisait super beau, ça devait être un grand moment, ça. C'était un très très grand moment et du coup on a pu découvrir que le ski de boss c'est un sport qui réussit très bien aux Français. Ah bah Gagard. Oui, ben voilà, Bah c'est oui. ça. Donc Philippe Bron, Edgar Gros-Piron, Olivier Cotte, Guil Bocola, Sandra Laoura, Perrine Lafont plus récemment. Olivier Alamand, médaillé d'argent à Albertville aussi, derrière Edgar Gros-Piron. Et ben voilà, Bah ouais. que de la réussite pour le sport français. Vous en souvenez, hein? Non, pas d'Alamand. Oh, Gros-Piron, oui. Gros-Piron, oui. Ben oui. Voilà, avec ses yeux sur les genoux. Il a vampirisé le reste. Exactement. C'est vrai que Mathias, toi, tu étais pas né, mais... 92, non. Exactement. Hein, Eric, en tout cas, c'était un sacré coup de jeune sur les disciplines de la FFS. Hein, c'est vrai, le freestyle qui était vraiment en pleine expansion à cette époque, dans les années 90. Tout à fait. C'est des moments, je me rappelle d'Edgar Gros-Piron, effectivement. J'étais
Était mauve. fasciné par son culot qui avait annoncé justement une médaille olympique à Albertville. Il avait tenu ses promesses. C'était culotté de sa part à l'époque. Ouais. Ah, il savait ce qu'il voulait, puis aussi c'était le roi, hein, comme on le disait. Merci beaucoup Mathias pour cette découverte, une autre découverte bien sûr avec nos invités maintenant. Alors pour planter le décor un petit peu autrement, alors c'était dans la nuit du 3 au 4 février dernier. 1,25 milliard d'ailes de poulet étaient consommées simultanément devant les New England Patriots qui battaient les Eagles de Philadelphie. Pendant ce temps, les Centaures battaient Villeurbanne 35-6. C'était pas dans la nuit, mais c'était en tout cas en plein jour pour le retour en élite de nos footballeurs américains. Bravo, Merci. ça commence fort. Oui, on espérait bien pouvoir commencer par une victoire. C'était important pour lancer la saison. Alors, la suite... Pardon. Non, la suite, oui, la vous suite avez s'est été moins bien chanceux. passée, effectivement. Mais du coup, la victoire initiale prend d'autant plus d'importance. Voilà, une victoire, une défaite, avant de recevoir donc au Stade Lesdiguières le week-end prochain, c'est samedi prochain. C'est ça, samedi à 19h. Absolument. Alors, on vous avait laissé, messieurs, sur ces images-là, l'an dernier. Du coup, Mathias avait filmé une petite ambiance donc, dans ce stade. Voilà, c'était donc le retour en élite que vous veniez d'assurer. Donc, avec le recul, comment est-ce que vous revivez ce moment-là ? C'était un très bon moment qu'on a partagé avec un public relativement nombreux à Lesdiguières. Un match en nocturne comme samedi prochain et ça ne nous était pas si souvent arrivé. Ça a donné un cadre particulier à ce moment qui marquera l'histoire du club. Ce passage en élite, qu'est-ce que ça change pour le club dans sa structuration, dans ses moyens, dans son budget C'est quoi la différence entre le casque d'or, le diamant ? C'est nécessairement plus exigeant en termes de moyens parce que la concurrence est bien plus rude. Il y a une disparité en même temps de niveau dans les équipes qui composent l'élite française qui nous permettent malgré tout d'avoir quelques espoirs d'une part de nous y maintenir, mais peut-être même d'accrocher un billet pour les playoffs. Ça va dépendre effectivement des résultats à commencer par samedi prochain. Quant aux moyens, c'est essentiellement du recrutement, la formation en amont. Là, on a recommencé un travail sur les jeunes pour essayer d'avoir une certaine pérennité à ce niveau-là. Et puis, je dirais, un travail du coaching staff pour créer une cohésion d'équipe qui permette d'être compétitif. Au niveau du budget, il a dû être augmenté en quelle proportion et comment il se situe par rapport aux autres équipes de la poule ? Alors là, l'objectif du budget, c'est un peu comme c'est toutes ces dernières années, à savoir qu'on double chaque année depuis 3 ans. Là, on espère arriver à la barre des 300 000 euros. Et par rapport à certains de nos concurrents, on est tout petit. Par rapport aux plus gros concurrents. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est à minima à la moitié et peut-être même au quart. Et par contre, je pense qu'on rivalise avec d'autres et il faudra qu'on démontre ça sur le terrain. Comment on vit justement une saison où l'exigence est au plus haut et au final le professionnalisme est quand même compliqué. J'imagine que les joueurs ont aussi des travails exactement à côté. Oui, ils sont étudiants comme Sofiane. On essaie de faire en sorte que les deux collent dans nos vies. On sait qu'on doit avoir l'exigence de professionnel. Et en fait, au final, sans la rémunération, donc au final, on est obligé de travailler ou de suivre des études à côté. Mais au final, nous, on va dire, c'est un petit peu cliché, mais notre salaire, c'est sur le terrain. Et on essaye pour l'instant de faire en sorte de retirer notre salaire par le plaisir qu'on a de jouer. C'est difficile d'exister dans une ville où il y a beaucoup de sports de haut niveau déjà ? Oui et non, parce que c'est aussi pour nous des exemples. Alors à notre mesure, bien entendu, dont on s'inspire. En particulier un autre sport nord-américain, qui n'est pas forcément d'origine nord-américaine, mais qui est très apprécié là-bas, qui est le hockey sur glace. Donc on s'inspire de ce que les Brûleurs de Loup ont réussi à créer à Grenoble dans un sport professionnel américain.
Surtout que les Centaures, c'est quand même un club emblématique en France aussi, qui est assez précurseur quand même du foot américain en France. Oui, on a été le 33e club à se créer en 1985. Et des 32 qui nous précédaient, il doit en subsister 4. Donc, et vous avez connu l'élite aussi? Et on a connu l'élite à plusieurs reprises, oui, absolument. On a de nombreux internationaux en équipe de France junior, en équipe de France senior. On a eu plusieurs passages au plus haut niveau national. Des exilés en NFL, excusez du peu, aussi, qui ont été formés ici à Grenoble. C'est aussi ce qui nous laisse penser qu'on a quelque chose de particulier à Grenoble. D'abord, parce qu'on fait partie de ces équipes qui se sont créées il y a très longtemps et qui existent encore. Et par ailleurs, on a eu la chance de former, de produire plusieurs joueurs qui ont évolué au niveau professionnel, alors qu'en France, il y en a très peu. Alors celui-là, c'est le premier, hein, c'est Philou? C'est le deuxième. C'est le deuxième, Philippe. Il y a eu Thibaut Giroud avant lui, qui est d'ailleurs un de ses congénères. Il fait le même métier dans un autre club. Ouais. Mais Philippe, c'est certainement celui qui est le plus emblématique, effectivement. Qui a donc fait une carrière en NFL, qui est donc formé en NFL Europe tout d'abord, et ensuite en NFL, effectivement. C'est ça. Alors pourquoi les congénères? Parce qu'aujourd'hui, donc, Philippe est préparateur physique de Clermont, de l'ASM, donc de l'ASM, alors que Thibaut Giroud est au RCT après l'avoir été au Biarritz Olympique. C'est plutôt marrant, oui. Sofiane, comment on vient au football américain? Est-ce qu'on passe par d'autres sports avant ou... Alors moi, pour mon parcours, ça a été très simple. J'ai commencé, du coup, je viens de Thonon-les-Bains de base. J'ai commencé là-bas parce que le club est réputé et ils ont vraiment développé ce club. Et je pense qu'en termes de sport dans la région, là-bas, le football américain, c'est très populaire. Et donc moi, j'avais des copains qui en faisaient. Je crois que c'était après aussi le Super Bowl en 2011 que j'avais vu. Où je me suis dit j'aimerais bien essayer ce sport-là, quoi. Et puis je vois que dans la région ça fonctionne, j'ai des copains, donc voilà. C'est un peu le parcours. Je pense que voilà, comme tous les jeunes qui commencent un peu un sport, soit les amis pratiquent. Après le football américain, on n'en entend pas parler forcément beaucoup en France, donc quand on en entend parler au Super Bowl, tout de suite ça éveille un peu la curiosité. Moi, c'était mon parcours pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé. On fait le rapprochement souvent avec le rugby, dont on dit que chacun a sa place, les petits, les grands, les gros. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ces mêmes principes au football américain? C'est ça. Comme on peut voir là sur la photo, là, il y a des costauds. Moi, je fais partie des moins costauds. Et du coup, je trouve quand même ma place. J'ai eu mon parcours de cadet à junior où là, physiquement, le niveau, ça va. On arrive en élite et puis des gabarits comme moi, on peut toujours faire quelque chose au plus haut niveau en France. Et donc ça, c'est intéressant parce que tout le monde s'y retrouve et tout le monde peut s'amuser dans ce sport. Alors, je ne sais pas si on peut revoir les images qu'on a vues tout à l'heure pour un petit peu mieux comprendre les règles, parce que j'ai beau suivre le rugby, parfois on fait souvent aussi le parallèle, comme vient de le faire aussi Eric. On n'y comprend pas toujours grand-chose quand même, avouons-le. Alors, il y a beaucoup, ça s'arrête souvent. En fait, en gros, le but, c'est d'aller mettre le ballon qui ressemble étrangement à un ballon de rugby derrière l'embut, c'est ça ? C'est ça, dans l'embut. Avoir la possession dans l'embut, là, il n'y a pas besoin d'aplatir le ballon comme au rugby. C'est juste la simple possession du ballon dans l'embut qui fait que les 6 points sont marqués. Et pour y parvenir ? Alors, Laurent. Donc effectivement, le but, il est comme au rugby ou au rugby à 13, de porter le ballon dans l'embut, sans avoir nécessairement besoin de l'aplatir, effectivement. Les moyens d'y parvenir, c'est de porter la balle. Ça se déroule par temps de jeu, comme on pourrait le voir au rugby, si ce n'est qu'entre chaque temps de jeu, le jeu s'arrête, les équipes se remettent en position, comme on peut le voir sur cette image, et donc, on doit remplir un contrat pour garder la possession de la balle. On a 4 mises en jeu, 4 temps de jeu pour faire progresser la balle d'au moins 9,15 m. Tant qu'on y parvient, on garde la balle, on avance sur le terrain et on finit inéluctablement par aller dans l'embut. Si on échoue, on rend la balle à l'adversaire qui, à son tour, tente sa chance avec la balle en attaque. D'accord, voilà. C'est ça. Là, ça ressemble un peu à une mêlée. En fait, ce que vous voyez là, c'est la ligne qui est perpendiculaire au ballon. C'est la ligne de mêlée. Comme on peut l'avoir au rugby, là vous avez l'équivalent d'un talonnage, c'est la mise en jeu. Si ce n'est que les joueurs ne se poussent pas, il n'y a pas d'introduction. La balle est posée au sol et on la talonne directement, enfin on la snap en l'occurrence, pour la passer au quarterback qui lui est à la fois un demi-mêlée et un demi d'ouverture. D'accord. Il peut ouvrir devant, il peut ouvrir en arrière.
Et quand on regarde, finalement, on a peut-être un petit temps d'adaptation, mais ça vient quand même assez Une vite. fois qu'on a compris ce principe, et il y a des éléments sur le terrain qui permettent de le faire, nous également, sur un plan pédagogique, on essaye d'être performant avec un commentateur, avec de la documentation, et puis j'espère très prochainement un tableau d'affichage qui est un élément prépondérant, primordial pour suivre un match et apprécier un match en football américain, parce qu'on joue aussi avec le chronomètre, on joue avec les temps morts, comme on peut le faire dans d'autres sports. Et donc, on essaye d'avoir cette approche pédagogique pour aider les gens à comprendre l'essentiel, parce qu'en réalité, une fois qu'on a compris ce principe, le reste, c'est du spectacle, et avant tout du spectacle. C'est un sport qui a quand même du mal à s'implanter dans la culture, dans le paysage sportif français. Comment vous l'expliquez ? Alors, peut-être parce que le travail n'a pas été suffisamment bien fait. Je pense, d'une part. D'autre part, c'est vrai que culturellement, on a affaire à forte partie, on l'a dit tout à l'heure, à Grenoble en particulier, et on voit bien que justement Thonon, qui est une des plus grosses structures en France, qui réussit très bien jusqu'au niveau européen, a réussi à implanter le football américain comme on peut le faire avec le hockey, les Brûleurs de Loup par exemple, sur un territoire où il y avait pénurie, on va dire, de sport de haut niveau, et a fortiori depuis que l'ETG a disparu. Voilà, surtout. Mais tout est sport est permis, notamment une belle structure de Lady Guerre pour vous accueillir, notamment samedi, du coup, c'est un match important parce que c'est un adversaire... Oui, d'abord, c'est un adversaire historique. Tout à l'heure, on parlait du moment où les Centaures se sont créés en mai 85. Les Argonautes se sont créés dans les semaines qu'on suivit, voire peut-être les jours qu'on suivit, avec, à ce moment-là, d'ailleurs, pour l'anecdote, ils avaient déposé le nom de Centaure. Et les Centaures ont eu la primeur puisqu'on avait enregistré notre affiliation juste avant eux. Ouh, la guéguerre. Donc voilà, puis mais c'est un adversaire qui nous a très longtemps peu réussi, qui a été multi-champion de France au plus haut niveau, qui a été en Coupe d'Europe, qui était vraiment un club historique français, et qu'on a eu la chance de battre en 2011 en demi-finale nationale avant de faire la finale élite, notre dernière finale élite. Et donc on retrouve cette année au niveau élite, pour un match important pour la suite de notre saison. Donc rendez-vous au Stade Lady Guerre. Il y a les cheerleaders qui ont un sacré niveau aussi. Donc au Stade Lady Guerre, donc de soir. C'est ça, voilà. À 19h, effectivement, 19h. Mais il faut venir avant parce que le football américain, effectivement, c'est un sport qui se passe sur 2h30 à peu près, mais on peut venir aussi avant parce qu'on essaye vraiment de faire un show et de tout un spectacle. Venez en famille et apprécier tout ça. Alors, Esprit Sport, c'est pareil, vous pouvez aussi venir après, donc après l'émission. Rappelez-vous, vous avez donc les bonus d'Esprit Sport parce qu'on a plein de choses à demander, bien sûr, à nos invités. Donc, retrouvez-nous, bien sûr, sur télégrenoble.net et ce vendredi sur Télégrenoble. Mathias, l'agenda. Allez. L'agenda. Alors vendredi à 20h, les BDL joueront la 42e journée de Magnus. Ce sera face à Anglette. Et il y aura aussi une collecte alimentaire qui est menée par les Irréductibles. Ensuite, à 20h, le même jour, le GF38 se déplace à Brest. Donc peut-être pour la première victoire de 2019. En tout cas, on leur souhaite. Et puis samedi, le déplacement du FCG à Bordeaux pour également un match qui sera capital. Voilà, après tout le week-end, il y aura aussi une session de skate féminin avec un prize money quand même de 1 000 €. Donc c'est quand même assez important. Et où puis, il y aura du spectacle. C'est à la Bifurque. Exactement. Ok, merci beaucoup Mathias. Merci beaucoup encore messieurs, très belle saison à vous et à samedi soir à Lady Guerre. Merci Eric, merci Mathias et vous à très vite. Esprit Sport, le bonus avec les Centaures de Grenoble, nos footballeurs américains qui sont de retour en élite. Laurent Lambert, le président, et Sofiane Herzi, defensive back. Demi-défensif. Demi-défensif. C'est sûr. Et puis, deux journalistes, vous êtes entiers, évidemment, mais en tout cas, merci encore de prendre part à cette émission, Éric Clair et Mathias Sarrez, qui ont décidément plein de choses à vous demander au sujet de votre discipline, qui est quand même bien connue ici à Grenoble. En France, elle a besoin de se booster quand même encore un petit peu.
Oui, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'elle soit connue à Grenoble, que le club soit reconnu à Grenoble, ce qui, je pense, aujourd'hui, au bout de 34 ans, est le cas. En tout cas, grandement, et même si on travaille encore à avoir un plus fort rayonnement. Justement, les Centaures ont accédé justement à l'élite cette année. Est-ce que c'est la condition nécessaire, obligatoire pour exister dans le paysage sportif grenoblois ? Par rapport au projet qu'on est en train de porter, qu'on est en train de développer, c'est indispensable effectivement, parce qu'en fait, notre limite, c'est pas le niveau français, c'est plutôt le niveau européen. Au jour d'aujourd'hui, le football se développe partout dans le monde, du Portugal à la Russie, de la Chine au Brésil, du Maroc à l'Égypte. En Scandinavie, enfin ça se développe partout. Et partout commencent à émerger de fortes structures plus fortes et plus puissantes que d'autres dans leur propre pays. Et nous, on veut essayer de rejoindre ce niveau-là, déjà au niveau français, effectivement, puisqu'on a déjà 2 grosses structures en France comme ça. Et puis ensuite, essayer de postuler au niveau européen. Et c'est à ce niveau, et c'est à cet échelon-là qu'on veut se positionner à terme. Ce championnat européen, il existe déjà ? Il y en existe plusieurs, effectivement. Et là, on vient d'avoir le commissionnaire de la CFL, la Ligue canadienne de football, la Ligue professionnelle, l'équivalent de la NFL, qui vient de faire un périple en Europe et a signé des accords avec le championnat, la fédération française, la fédération allemande, la fédération autrichienne, plusieurs pays scandinaves. Et donc, il va y avoir des échanges avec la Ligue canadienne. Aujourd'hui, c'est la Ligue canadienne. Et je suis persuadé, je pense qu'à plus ou moins court terme ou moyen terme, la NFL s'intéressera également à ce qui se passe en Europe, à condition que le niveau est déjà là. Alors justement, elle est où votre marge de manœuvre ? Comment est-ce que vous pouvez devenir encore meilleur ? Ah ben là, elle est énorme, notre marge de manœuvre. Déjà, au niveau français, on a du chemin à parcourir. C'est ce qu'on s'échine à faire d'ailleurs avec Sofiane, qui a, outre comme joueur, a également des fonctions avec un centre de formation qu'on mène. C'est de développer avec des jeunes, donc de environ 12 à 18 ans, 19 ans, où on a l'opportunité de les former à une raison de 4 entraînements par semaine. Du coup, pour notre niveau, finalement, c'est très bien. Et c'est le futur du club, de notre équipe. Et ces joueurs qui pourront évoluer au meilleur niveau, on l'espère européen aussi dans quelques années, si le projet vient. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. C'est un beau départ, en tout cas. Alors, Sofiane, on le sait, le football américain est un sport avec des phases arrêtées. C'est un sport un peu haché. Comment on reste chaud, justement, dans ces moments creux où on attend un petit peu, on se repositionne en tant que joueur. Alors, nous, au final, quand on est sur le terrain en défense, pour nous, on ne le voit pas comme un moment où on doit rester chaud. On le voit plutôt comme un moment où on se repose. Finalement, les temps de jeu, ils sont hyper intenses et courts. Donc, au final, à chaque fois, on doit se remettre en huddle, en groupe. On annonce la prochaine stratégie et pour nous, c'est le moment de souffler, de se reposer. Et après, effectivement, comme on s'est hyper spécialisé avec une équipe offensive, une équipe défensive, quand l'équipe offensive est en place, nous, on a la nécessité de rester chaud sur notre touche. Donc du coup, ça se fait par des échauffements continuels, des montées de genoux, un warm-up qui est constant sur la touche pour être frais et dispo quand l'attaque aura terminé son travail et que ce sera à nous de rentrer en jeu. Donc du fractionné. Du fractionné, des mouvements explosifs, des montées de genoux, c'est ce qu'on voit, échauffement basique, finalement. Alors, on va rester dans le physique, On le sait, ça fait quelques mois qu'on parle de la violence dans le rugby, il y a eu des décès. Forcément, il y a peut-être une ombre qui plane sur le football américain. On sait qu'aux États-Unis, il y a eu de nombreux cas. Oui, c'est vrai que on a le même phénomène qui est arrivé aux États-Unis il y a quelques années maintenant. Sans aller jusqu'au décès, il y a des problèmes de commotion. Des commotions, c'est ça. Et effectivement, la NFL a rechigné à l'admettre au départ parce que la NFL, c'est un business énorme et qu'effectivement, il y avait d'énormes enjeux. Mais finalement, elle l'a admis et elle a tout de suite réformé ses règles pour, on va dire... je ne veux pas dire édulcorer, mais en tout cas faire en sorte qu'on reste sur du sportif et qu'on limite tout ce qui était du domaine de l'atteinte à l'intégrité physique. Donc c'est sévèrement réprimé par les règles.
il reste quand même du contact, mais ça doit être un contact légiféré, qui normalement, et jusqu'à présent les statistiques le démontrent, permet de limiter le nombre de blessures, surtout de blessures graves. Et en France, depuis qu'on joue, donc plus de 34 ans, on a toujours eu l'obligation, nous, d'avoir une assistance médicale sur le bord du terrain. On n'a pas attendu ces dernières années qu'il y ait des protocoles commotion. Même au plus bas niveau, on avait cette obligation. Et on n'a pas du tout de contact jusqu'à 12 ans. Très peu jusqu'à 16 ans, et donc tout ça est progressif et on attend que les morphologies, les physiologies soient prêtes à s'affronter avec plus d'intensité pour introduire du contact à 100%. Sofiane, quand on vous entend parler de votre sport, quand vous décrivez des phases de jeu, vous employez un vocabulaire très américain. Est-ce qu'entre vous parlez français quand même? Ouais, c'est ça. Moi, comme j'entraîne les sections jeunes, on parle français, mais les jeunes, j'essaye de leur apprendre le vocabulaire américain spécifique. Enfin, c'est ça vraiment, en fait, c'est notre jargon à nous. Même si on parle français tout le temps, il y a des mots et on peut les traduire, par exemple, defensive back, demi-défensif. Mais tout ce qui est technique, j'emploie que les mots en anglais. Et du coup, les jeunes, ils ont tout un lexique à apprendre des mots en anglais et de la signification en français. Et du coup, je pense que c'est le passage obligatoire pour vraiment discuter de notre sport comme il se doit. Puis il faut qu'ils parlent anglais. Voilà, et puis en plus, ça leur permet aussi... Moi, je sais que le football américain, ça a permis aussi un peu de m'apprendre l'anglais. Par exemple, notre coach qui est anglais, on parle constamment anglais ensemble. Donc en finale, anglophone, voilà. Donc au final, c'est aussi l'opportunité de parler anglais un petit peu. Puis vous avez des joueurs qui viennent de l'étranger aussi? Oui, cette année, on a Sonny Weisstaub qui vient de la German Football League, donc qui est allemand. On avait un Canadien malheureusement blessé, donc on attend son remplaçant qui va sûrement venir d'Amérique du Nord également. Mais oui, on a chaque année, normalement, 2 joueurs imports nord-américains et parfois quelques joueurs européens. On a eu des Espagnols. Le dernier 2 Canadiens. Du coup, c'est cool pour nous en tant que joueurs parce que ça nous permet d'échanger, partager la culture de là-bas et surtout, ça ramène aussi cette... personnellement, pour moi, quand il y a des joueurs qui viennent d'outre-Atlantique, ce qu'on veut, c'est se comparer à eux, se mesurer à ce qui se fait au meilleur niveau là-bas, que ce soit universitaire ou par exemple en GFL, du coup en semi-professionnel. On veut voir un peu où on en est, nous, en France, comparé à eux. Et du coup, ça peut que faire en sorte que l'équipe s'améliore ensemble. Et ça vous fait rêver? Et aussi, ça nous fait rêver. Super Bowl, tout. C'est ça. 5000 journalistes accrédités, quand même, on en est loin. Un événement pareil ici, chez nous aussi. Ouais, mais il y a moyen de faire quelque chose en Europe. Alors. Oui, à la finale sud à Montpellier, il y avait 17 photographes accrédités, mine de rien. C'est pas rien. 17 photographes, on est pas mal. Oui, tout à fait. Vous recrutez, vous l'avez dit, des joueurs nord-américains. Sans faire injure au championnat, c'est pas forcément ce dont ils rêvent, justement, dans leur pratique de leur sport. Ils viennent avec quel état d'esprit? Alors, ils ont un excellent état d'esprit. Un athlète nord-américain fait donc du sport dans le cadre de son cursus scolaire. S'il veut devenir professionnel, c'est la voie qu'il doit suivre en passant par le niveau universitaire. Généralement, les meilleurs sont eux-mêmes sélectionnés au sein des plus petites écoles pour être ensuite retenus et avoir même une bourse en université quand on sait le coût des études aux États-Unis, c'est pas négligeable. Et ensuite, 5% des joueurs universitaires préparés comme des professionnels. Carl Lewis était un joueur universitaire, un athlète universitaire. Voilà. Non, mais un athlète universitaire. C'est-à-dire tous les Américains que vous voyez aux Jeux Olympiques sont universitaires. Donc c'est ça le sport universitaire aux États-Unis. C'est pas tellement comme on l'entend en France. Et 5% seulement de ceux-là deviennent professionnels. Donc il reste sur la touche énormément de joueurs, des gens qui adorent faire du sport au plus haut niveau possible. Ce qui crée une forme de dumping social partout dans le monde. Et effectivement, des joueurs qui s'importent comme ça, assez simplement, mais qui ont cette attitude de joueurs professionnels parce qu'ils ont été formés comme ça depuis le lycée. Très bien. Comme quoi, on a encore pas mal de progrès à faire, mais des beaux moments à vivre. Et notamment, on le rappelle, un samedi au Stade Lédiguière, donc à
19h, mais il faut venir un peu avant. Ah, et oui, c'est bien de Parce que venir vous avant savez pour recevoir. profiter de l'animation. Les ailes vont être froides. Les ailes de poulet vont être froides, absolument. Mais la Corée sera chaude. Eric, Mathias, non, un petit truc. Bah voilà, il n'y a pas que les filles. Hein. Voilà, merci encore. Bravo, messieurs. Les cheerleaders, c'est quand même autre chose. Allez les voir, rien que pour ça. Et puis, super saison à vous. Merci beaucoup, Sofiane. Merci, Laurent. À vous à très de nous vite. avoir reçus.